Yo les BG, petit message en début de vidéo pour vous dire que je suis malade comme un chien et donc que ça risque de s'entendre dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, ça me tenait à cœur de faire cette review et il fallait que je la sorte quand bien même elle arrive un peu en retard. Dans tous les cas, je vous souhaite bon visionnage. Notre cher Togashi a encore frappé avec un chapitre de fou. On reste dans le même style que le précédent et on poursuit le flashback de la brigade. Aussi, petite info, dans les planches que Togashi a partagées sur Twitter, on voit que le flashback risque de durer encore un peu. On devra encore patienter avant de retourner sur le Black Whale. Personnellement, je tablerai sur encore un chapitre et demi avant de reprendre sur les événements du présent. En attendant, comme d'habitude, on va essayer de relever les détails enfouis de ce chapitre. Je suis Yubito et bienvenue dans ma review du chapitre 396 d'Hunter x Hunter. On reprend comme dit précédemment sur le flashback et on apprend qu'une projection aura lieu à l'église de Meteor City. Alors que le père de l'église donnait à manger aux enfants et que tout le monde semblait passer une très bonne après-midi, c'est Uvogin qui viendra briser cet instant de plaisir. En effet, ce dernier en veut pas mal à Kulolo de les avoir trompés vis-à-vis de la cassette. Quant à Finks, de son côté, lui aussi semble en avoir contre Kulolo et va lui faire savoir avec une métaphore footballistique. Sarasa, qui ne semble absolument pas craindre ses bad boys, tendra un panier à Finks lui disant que c'est son tour de distribuer le goûter. Le gros bonhomme qu'est Finks va évidemment accepter, et en plus, il donnera un point d'honneur à la bonne exécution de sa tâche. Cette dernière rassurera ensuite Kulolo en lui disant qu'il n'a rien à craindre du Vogin, et qu'elle s'en occupera de la même manière. Sheila appellera ensuite Kulolo petit frère comme Paku au dernier chapitre, ce qui semble être une manière affective de dire qu'ils seront toujours là pour le protéger. D'ailleurs, Kulolo semble conscient de ce besoin qu'il a de s'entourer d'alliés, ce qui expliquerait son comportement présent en tant que chef de la brigade, ainsi que la politique de la brigade qui ne laisse jamais de place vacante au sein de l'organisation. Même si pour cela, il faille recruter des assassins n'étant pas originaires de Meteor City, comme Kaluto ou bien encore Illumi Zoldyck. Ensuite, Pakunoda renforcera l'idée que Kulolo est une bonne personne en citant le fait que tous les jours il rapporte des fleurs à l'église, ce qui donne davantage de crédit à ce que je disais dans ma précédente review. Kulolo semblait être quelqu'un de très religieux étant petit. Il y a donc forcément eu un événement majeur qui a grandement bousculé sa foi, quelque chose qui l'a fait passer d'un petit ange à Lucifer lui-même. On en avait parlé la dernière fois, mais je pense que ça aurait un rapport avec le doyen de la ville, car comme on le sait, ce dernier est mort, mais que son pouvoir lui a survécu. Et le naine qui se renforce après la mort va souvent de pair avec une rancune disproportionnée. Peut-être est-ce Kulolo qui aurait gravement trahi le doyen à ses yeux. Cela donnerait beaucoup de sens à son association au personnage biblique de Lucifer, qui je rappelle est un ange déchu et premier serviteur de Dieu à l'origine. Autre élément qui me frappe dès le début de ce chapitre, c'est le fait que l'église semble être un lieu de rassemblement pour tous les enfants de Meteor City. Cela expliquerait au moins comment le père aurait des chiffres aussi précis sur le nombre de disparitions d'enfants. Mais cette gentillesse pourrait aussi dissimuler quelque chose. Les enfants semblent très peu méfiants au sein de ces murs qui cachent obligatoirement un sombre secret. On reprend dans un amphithéâtre où s'en suivra la projection, et à la grande surprise de tous, il s'agira des Clean Rangers. Et le plus fou, c'est qu'ils parlent la même langue que les spectateurs. Si le public aura du mal à comprendre comment, les jeunes Charnalk et Franklin verront tout de suite qu'il s'agit là des voix de leurs amis. Aussi, je sais que j'ai dit que ce personnage au centre me faisait penser à Hisoka, mais vu de plus près, j'y vois maintenant Gon. Je crois que j'ai tellement envie de revoir ces personnages que mon cerveau est matrixé. La projection se poursuit, les scènes d'humour s'enchaînent et le public y réagit très favorablement. Kulolo va féliciter ses trois acolytes du doublage et Paku lui dira que c'est lui qui a fourni le plus gros du travail en interprétant le reste du casting. Et à peine ont-ils le temps de s'envoyer davantage de fleurs que le son de la projection coupera avant que l'image aussi ne disparaisse. Kulolo demande au père ce qu'il se passe et il lui répondra que la bande sonore est emmêlée et qu'il faudra un certain temps avant d'avoir de nouveau accès au son. Petit détail, au début de la projection, on pouvait voir que le prêtre n'avait pas l'air très à l'aise avec cet outil. Le public est déçu et Kulolo demandera alors le micro pour enfin monter sur scène. Ce dernier se donnera alors en spectacle en mimant les personnages comme si cet imprévu faisait partie du show. Les spectateurs, surpris qu'un simple enfant soit capable d'une telle prouesse, ne feront que booster le jeu d'acteur de Kulolo qui se met à jouer tous les personnages qu'il avait doublés en les incarnant pleinement. Cette capacité que démontre Kulolo pour l'improvisation à un très jeune âge peut être une très bonne nouvelle pour les fans du personnage, augmentant considérablement ses chances de survie face à un Hisoka qui ne compte plus lui laisser le temps de fignoler un plan. Un décompte est lancé au bout duquel l'image revient et c'est avec Sheila, Sarasa et Pakunoda qu'ils vont faire une prestation incroyable de doublage en parallèle de la vidéo. Chacun incarnera son rôle avec brio. Les jeunes filles jouant les personnages leur étant attribués et Kulolo comme le génie qu'il est jouera tout le reste des personnages et même les antagonistes comme le monstre Graffiti. D'ailleurs, c'est lorsqu'il interprétera ce dernier qu'il s'entourera d'une aura. Peut-être un effet de style, ou alors de la même manière que Komugi qui était si impliquée dans les parties de Gungi contre Meruem qu'elle en finit par s'éveiller au Nen. Le schéma serait d'une certaine manière le même, Kulolo qui est tellement épanoui en se mettant en scène s'éveille à son tour dans le feu de l'action.
Surtout que sa capacité Skill Hunter consiste à prendre le contrôle de la capacité de quelqu'un, et donc d'une certaine manière, lorsqu'il s'en sert, il interprète directement la personne. Enfin bref, une bonne partie du chapitre portera sur l'épisode des Clean Rangers qui ravira tout le monde. Après le spectacle, Kuroro se retrouve avec ses amis qui le félicitent pour ce qu'il a produit sur scène. Mais pas le temps pour ça puisque Uvogin est venu mettre sa menace à exécution. Kuroro, résigné à se faire corriger pour l'histoire de la cassette, se fera doubler par Sarasa qui va imiter la réaction que devrait avoir Uvo au lieu de continuer à lui en vouloir pour si peu. Petit moment émotion avec les membres fondateurs de la brigade et on peut compter qu'il nous manque encore 2 pattes d'araignée. Et grâce à Pakunoda lors de la scène de sa mort, on peut déjà savoir que Korotopi, Shizuku et Bonolenov ne feront pas partie des membres fondateurs. Cela voudrait dire que de nouveaux personnages d'importance capitale feront prochainement leur apparition dans ce flashback. J'ai hâte de le découvrir. Reprenons sur Uvo qui va alors demander à Kuroro s'il y a d'autres épisodes, car lui aussi est intéressé par le doublage et souhaiterait jouer le monstre. Petite scène où tout le monde décide du personnage qu'il souhaite incarner, et Uvo dira que ce qu'il a ressenti en voyant jouer Kuroro était plus fort que n'importe quel coup qu'il n'a jamais reçu. Nos 2 nouveaux amis se serrent alors la main, et c'est avec tout ce petit beau monde qu'ils vont monter une compagnie théâtrale. On les verra répéter, écrire leur script, monter sur scène, etc. Et c'est lors d'une discussion sur Machi qui refuse de jouer autre chose qu'un méchant que Pakunoda emploiera pour la première fois le terme troupe pour les décrire. Pour rappel, en anglais, la brigade fantôme se nomme la Phantom Troop. Et donc j'avais à moitié raison dans ma review de l'avant-dernier chapitre quand je disais que l'inspiration de la brigade était des Clean Rangers. En réalité, il s'agissait de base d'un groupe de comédiens. Cependant, je trouverais ça rigolo que si une nouvelle calamité devrait frapper l'ancien monde, la brigade se lancerait à son attaque comme dans cette série Clean Rangers, inspirée de l'univers du Sentai et du Kaiju. Et finalement, c'est un peu déjà ce qui est arrivé avec les Chimera Ant dirigés par Zazan. La réalité aurait peut-être déjà dépassé la fiction. Par contre, bien qu'ils aient décidé d'être une troupe, ils ne savent pas encore comment se faire appeler, et donc pour l'instant, ils se contenteront de la troupe de quelque chose. Le fantôme dans le nom pourrait simplement venir du fait que les enfants de Meteor City n'existent sur aucun registre. Cette histoire me fait aussi beaucoup penser au Phantom Thief du jeu Persona 5 où l'on peut comparer les 2 leaders de ces groupes car chacun possède la capacité d'emprunter les pouvoirs d'autres individus. Collectionner les Hatsu pour Kuroro et collectionner les Persona pour Joker. Sans oublier que le mot Persona fait directement référence à des masques de théâtre grec. 2 groupes différents et une thématique commune, le théâtre. Ça ne semble pas trop tiré par les cheveux. S'ensuit une problématique qui menace le nouveau hobby de nos amis. Ils doivent rapidement trouver de nouveaux épisodes car ils n'en ont plus que 3 en réserve et ça risquerait de les bloquer. Nobunaga proposera l'idée de jouer comme une vraie pièce de théâtre s'il s'avère qu'il n'est plus de cassettes à faire tourner en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, ils auront le temps d'y réfléchir une fois leur stock épuisé et d'ici là le mieux reste de se focus sur leurs prestations à venir. Uvo dira d'ailleurs qu'avant il donnait le minimum dans le projet mais maintenant il a de réelles ambitions. Kuroro lui demandera de quoi il s'agit, et ce dernier lui répondra qu'il souhaite se produire partout pour devenir le plus grand méchant du monde. Cette passion artistique n'est pas sans nous rappeler le requiem en hommage à Uvogin dans l'arc Yorkshire City, une véritable prestation. Aussi, Uvo était du genre à se mettre en scène dans ses combats, nous offrant un pur spectacle. On voyait également qu'il aimait monopoliser la scène, comme lorsqu'il demande à ses camarades de ne pas intervenir face aux bêtes de l'ombre. Enfin bref. Le groupe se demandera ensuite où est passé Sarasa, ce à quoi Finks répondra que c'était son tour de trier les ordures. On voit par la suite cette dernière se diriger vers la forêt d'Uga, expliquant sans doute la présence d'arbres dans le chapitre 397 que Togashi avait partagé sur Twitter et qui a été l'objet de nombreuses théories. Et donc désolé de vous décevoir, mais le Dark Continence n'est pas pour tout de suite. Et c'est bien dans cette forêt de l'ancien monde que Sarasa se rend avec pour objectif de rapporter de nouvelles cassettes à la troupe. Les mafieux du chapitre précédent font leur retour puisqu'ils ont encore des enfants avec des sacs sur la tête dans leur fourgonnette. Fait étrange, les enfants semblent être les mêmes, alors qu'il y a clairement du temps qui est passé entre le départ de Sarasa et le premier doublage de nos amis. On peut voir que les 3 enfants sont dans l'exacte même position qu'au chapitre précédent, me laissant penser qu'il y a eu quelques dizaines de minutes, voire heures au maximum entre les 2 scènes. Cela voudrait dire selon moi que la scène avec la fourgonnette dans le chapitre 395 était un genre de flash-forward et se passe bien après les multiples représentations de la troupe. D'ailleurs, parlant de ces hommes suspects, l'un d'entre eux dira qu'ils ont rempli leur quota, mais qu'ils veulent quand même en kidnapper un dernier pour le plaisir. Évidemment, on pense directement à Sarasa qui se balade non seulement seul dans la forêt, mais en plus de ça, les autres ne connaissent pas son emplacement. En tout cas, c'est sur ce cliffhanger que se conclura notre chapitre. Un chapitre vraiment très riche en émotions. Kuroro, qu'on connaît depuis maintenant plus de 20 ans comme étant quelqu'un de très nihiliste, nous est montré cette fois-ci sous un angle totalement différent. Le jeune optimiste qu'il était autrefois a laissé place à un Kuroro sombre et nourrissant des projets qui le sont tout autant.
Peut-être est-ce dû à la perte d'un être cher comme Sarasa. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent pour elle, son pseudo nous aurait été révélé lors de l'arc Grid Island. Gon l'aurait donc rencontré ou bien quelqu'un aurait emprunté son nom comme pseudo. Tout cela nous cache pas mal de mystères. En tout cas, on peut remarquer que ce chapitre insiste bien sur le cœur tendre des futurs membres de la brigade, et en opposition à ça, la volonté que certains d'entre eux ont de vouloir jouer les méchants. On notera aussi que Kuroro, bien qu'il se débrouille pour jouer n'importe quel rôle, brille surtout lorsqu'il interprète la némésis des Clean Rangers. Une backstory pour l'instant étonnamment cohérente et précise dans la psychologie de nos personnages, ce qui est selon moi la force principale de l'écriture de Togashi. On s'attache aux événements du manga, surtout car ces acteurs nous paraissent crédibles. Si l'enlèvement de Sarasa se confirme, on peut facilement imaginer que notre troupe cherchera alors à la venger, finissant alors d'achever le destin tragique de ces enfants qui auront déjà vu tous les aspects les plus fétides de l'être humain et du monde qu'il a façonné. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le chapitre, même si on est un peu sur une histoire qui va servir à renforcer notre implication dans les événements présents. Et Dieu sait que j'y suis déjà suffisamment impliqué. Aussi, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci pour vos retours à chaque fois, c'est toujours un bonheur. J'ai remarqué aussi que vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo théorie, et je vous annonce ici que j'en prépare une deuxième sur Kuroro et notre magicien préféré. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du 397. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.